La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Et coucou, comment ça va ? Nous, ça va trop bien, parce qu'on a pris un shot de bonne humeur et on enregistre directement à la sortie de notre rencontre avec Moulay Fanny. Moulay, c'est quand même l'invité qui a le plus rigolé à notre micro, et ça, c'est pas piqué des hannetons. Mais on a parlé de quoi avec lui ? Déjà, je tiens à dire qu'on a enregistré avec Moulay un jour d'avril où il neige. Il y a vraiment plus de saison. Voilà. Bon, sinon, l'important, c'est qu'avec Moulay, on a parlé... Sinon, avec Moulay, on a parlé de son pont, de sa transition un peu entre le milieu amateur et le milieu professionnel, également du passage de son CAP, vu qu'il a passé son CAP il y a 1 an seulement, même un petit peu moins, et également un peu de ses origines, de sa culture africaine qu'il essaye de faire transcrire et de faire partager à travers sa pâtisserie. Bon alors, si vous voulez venir découvrir les fruits de Côte d'Ivoire, c'est par ici que ça se passe. Et puis nous, on vous dit à tout de suite. Il y a peu, Vincent et moi, on a eu la chance d'être jury au CAP Blanc à Ferrandi. Et là-bas, qui est-ce qu'on a croisé ? Moulay. Du coup, ni une ni deux, on a saisi l'occasion de lui demander de participer à un épisode avec nous. Et donc, on vous retrouve aujourd'hui avec Moulay Fanny. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Déjà pour commencer. Non, mais c'est avec grand plaisir. J'étais ravi de vous rencontrer déjà chez Ferrandi. Et puis voilà, aujourd'hui, on va passer un bon moment ensemble. Et alors, c'était comment d'être jury du CAP que t'as passé il y a pas si longtemps? Oui, d'être de l'autre côté. Oui, c'est vrai que c'est marrant de passer de l'autre côté, au sens où là, on se rend compte que vraiment, quand on est de l'autre côté, on voit vraiment tout. On voit vraiment tous les petits détails. Et nous, on pensait qu'on était smart à cacher les petits trucs au jury, mais en fait, on s'est fait griller comme jamais, tu vois. Message aux futurs candidats. Voilà. Mais c'est ça. Ne cachez rien, on le verra toujours. Non, c'est moi. Ok, du coup, t'as passé le CAP l'année dernière. Oui, c'est ça, en juin dernier, donc il y a même moins d'un an. Moins d'un an. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ton parcours, de ce que tu fais actuellement, de ce qui t'a amené à passer le CAP, etc. Moulay, qui es-tu ? Voilà. On va commencer par ça. Ça marche. Donc voilà, je m'appelle Moulay et je suis maintenant du coup officiellement pâtissier à Paris. Ça fait déjà plusieurs années que je gravitais autour de ce monde de la pâtisserie, que je faisais pas mal de choses à côté de mon activité principale, qui était complètement différente. Avant, j'étais ingénieur ferroviaire, donc travaillais dans la conception des logiciels de fonctionnement des TGV. La pâtisserie, c'était vraiment une passion à côté qui a grossi, qui a pris de plus en plus d'ampleur dans ma vie, jusqu'à me pousser à changer complètement de vie, à aller passer mon CAP, me reconvertir à 100% dans ce métier. Alors moi, je savais pas du tout que t'étais ingénieur ferroviaire avant. Moi non plus. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un. C'est vrai que ça change du tout au tout. C'est vraiment un virage à 720, quoi. Et c'est vraiment totalement différent. Mais après, il y a quand même des bases assez communes. Je pense que je me retrouvais facilement dans le côté rigoureux, millimétré, laser de la pâtisserie, quoi. On te connaît bien avec ces fameuses découpes laser, etc. Attends. Pour ceux qui écoutent, c'est quoi une découpe laser ? Une découpe laser, c'est les fameuses découpes de gâteaux quand c'est propre, quand on voit tout. Ouais, et ça a l'air facile, mais en vrai, c'est un peu technique. Ouais, il faut un peu de pratique, mais après ça vient. Est-ce qu'il y a une petite astuce ? Est-ce que tu chauffes le couteau ? Oui, il faut le chauffer un petit peu, mais pas trop. Sinon, ça peut faire fondre la mousse ou quoi. C'est vrai. Donc, il faut vraiment trouver le bon compromis, quoi. Mais il y a des petites astuces comme ça. Oui, alors, en fait, avant ton virage à 720, tu étais déjà bien connu dans l'univers pâtissier, dans le paysage, on te voyait. Moi, j'aimerais déjà savoir comment est-ce que tu as commencé à te professionnaliser en pâtisserie. Et d'ailleurs, comment ça a été possible de le faire avant même d'avoir le diplôme ? C'était purement autodidacte, en fait. J'ai commencé, comme un peu tout le monde, dans le boom des émissions télé de pâtisserie, dans le boom aussi des blogs. À l'époque, c'était ça, quoi. Vraiment, il y avait des blogs de cuisine. Aujourd'hui, c'est Insta, des trucs comme ça. Mais avant, c'était vraiment des blogs, quoi. Donc, j'avais sur mon PC un dossier favori, pâtisserie, avec tous les gros blogs, des pionniers un peu de la pâtisserie, qui ont démocratisé un peu la pâtisserie, comme la cuisine de Bernard et tout ça. Enfin, moi, j'étais fan, quoi. Et je suis toujours fan. Puis j'ai commencé comme
comme ça. En regardant ça, on commençait à essayer chez moi à la maison, tout simplement, pour mes frères et sœurs, pour ma mère. Donc c'était vraiment les petits gâteaux du dimanche tranquillement à la maison. Et puis j'y ai pris goût. Donc petit à petit, j'ai commencé à aller de plus en plus loin, à chercher d'autres recettes, à me lancer moi-même dans mes pâtes à tarte, tester des entremets, des mousses, des choses comme ça, des inserts, des glaçages. De plus en plus technique, quoi. Voilà, de plus en plus technique. De plus en plus technique. Et j'ai bien aimé ce côté méticuleux, ce côté précis. C'est vraiment ce côté scientifique qui m'a attiré parce qu'étant moi-même mordu de sciences et à fond dans les sciences maths, physique, chimie depuis que je suis tout petit. Voilà, donc j'ai tout de suite accroché. J'ai acheté de nouveaux bouquins, j'ai acheté des petits moules à gauche à droite dans le supermarché. Parce que de plus en plus technique, mais de plus en plus équipé aussi. Voilà, c'est ça. L'équipement aussi, ça aide. On dit que le matériel fait pas tout, mais quand même, c'est quand même important. Dans certaines choses en pâtisserie, quand même. Ça demande du matériel très spécifique des fois. Donc c'est comme ça, petit à petit, en achetant d'autres bouquins, en regardant de plus en plus de vidéos, en essayant de plus en plus de recettes, jusqu'à ce que mes potes m'offrent un blog, en fait, pour mon anniversaire. Trop bien. Parce qu'à chaque fois, quand ils avaient besoin de recettes, ils m'envoyaient un message. Oui, Moulay, dis-nous, comment tu fais ça. Donc ils ont dit, bon, on va lui filer un blog, comme ça il mettra tout dessus. Non mais attends, c'est la première fois que j'entends ça comme cadeau. C'est adorable. Mais que font mes potes? C'est vrai que c'est génial. Ouais, ça c'était plutôt une bonne idée. Ouais. Je m'y attendais pas, mais je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Donc ils t'ont configuré un site. Ouais, voilà, c'est ça. T'avais plus qu'à mettre tes chaussons. Exactement, moi j'avais plus qu'à écrire mes petits articles, mettre mes photos et tout ça pour assembler le truc, quoi. Et c'est comme ça que c'est parti. Forcément, vu que maintenant j'avais un blog, je me suis dit, il faut que je continue de l'alimenter. Ouais. Voilà. Surtout que moi, je déteste écrire, donc c'était un autre challenge. Ouais. Moi, j'aime bien parler, mais écrire, c'est pas trop mon truc. Donc, j'ai continué comme ça, petit à petit. Après, voilà, il y a eu Instagram qui est arrivé. J'ai commencé à mettre aussi mes petites photos de mes pâtisseries sur Instagram. Voilà, de fil en aiguille, en rencontrant d'autres personnes du milieu, d'autres passionnés déjà, de pâtisserie, d'autres passionnés amateurs comme moi, qui sont devenus aujourd'hui des super potes, comme des frères et sœurs, quoi. Pareil, en suivant des chefs que j'adore, que j'aime bien, qui pour moi sont toujours des modèles jusqu'à aujourd'hui. Et petit à petit, à force de poster, de continuer à bosser, un jour, t'as un chef qui te riposte, t'as un chef qui te répond, qui te suit, et puis voilà, au fil en aiguille, ça monte doucement, quoi. Ouais, donc là, on voit que déjà de fil en aiguille, tu progresses et tu commences à partager davantage, et surtout aussi, tu construis une communauté là, à force. À force, en fait, j'ai commencé par faire moitié les adresses que j'aimais bien à Paris et moitié mes propres pâtisseries. Et donc voilà, donc je faisais ça, et c'était marrant et aussi encourageant au sens où je recevais des messages des gens qui me demandaient où est-ce qu'on achète ce gâteau-là, mais c'était le mien. Et ils savaient pas que c'était... En fait, comme je mettais des adresses aussi dedans, ça se mélangeait bien, et au final, les gens, ils tombaient sur le truc et ils me disaient, tu l'as acheté où, tout ça. Je disais, non, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est top et tout, bravo. C'est ouf. C'était super gratifiant. Et là, tu te dis, il y a quelque chose. Voilà, là, je me dis, finalement, c'est pas mal quand même, la pâtisserie. J'ai continué à progresser, à faire encore mieux, travailler encore, à racheter de nouveaux bouquins, à me perfectionner. Et c'est comme ça que petit à petit, par exemple, la première rencontre du milieu de la pâtisserie, la première personne qui m'a un peu ouvert ses portes, c'est Jeffrey Kahn. On voit que vous êtes très très copains sur Instagram. Ah, mais moi je l'appelle papa jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, pour moi c'est papa. C'est au-delà du pâtissier, c'est vraiment une personne formidable, et vraiment c'est le premier qui m'a ouvert les portes de son labo et qui m'a dit, tiens, un week-end t'es dispo pour venir bosser avec nous au labo, n'hésite pas. Ni une ni deux, moi j'étais là. Trop bien. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé moi aussi à me perfectionner petit à petit, où voilà, dans la semaine du lundi au vendredi, j'avais mon boulot d'ingénieur. Samedi, dimanche, j'allais bosser chez Storer, quoi, toute la journée en brigade avec les mecs et tout. Et ça, c'est des expériences inoubliables. Très formateur, ça aussi. Ouais, ultra formateur. Dis donc, entre Géraldine et toi... C'est ça, c'est notre petite maison. Mais parce qu'en effet, on imagine que du coup, ça t'aide à toujours continuer à progresser. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait à un moment que finalement t'es passé de ce monde amateur, même si tu commences à avoir ta communauté, une certaine technique, à ce monde presque professionnel? Parce que finalement, il y a un moment où t'es passé dans le monde professionnel, même si, sans diplôme, il y a quand même eu ce pont entre le monde amateur et le monde professionnel. Et moi, j'aimerais juste qu'on parle de cette période où tu gagnais des sous grâce à ton savoir-faire pâtissier,
initié ta communauté et tes réseaux sociaux avant même d'être diplômé du CAP pâtissier? Bah ça c'est des belles rencontres, encore une fois grâce aux réseaux sociaux quoi. Pour moi voilà, le réseau social de base c'est un outil pour réunir les gens, pour échanger, pour partager des choses. Et moi je crois en cette essence première du réseau social. Moi c'est grâce à ça que j'ai fait toutes ces rencontres, ces rencontres formidables, et c'est grâce à ça que j'ai rencontré aussi d'autres professionnels du milieu avec qui on s'est super bien entendu et on s'est dit bah ouais pourquoi pas faire une collab tel jour, on fait un gâteau ensemble, on le vend dans la bonne humeur. Le but c'est pas de faire des sous, mais c'est plus de s'éclater et de rencontrer de nouvelles personnes et aussi de faire découvrir ce que je faisais, que les gens voyaient qu'en photo. Ouais, et qu'ils avaient envie d'acheter. Voilà, qu'ils avaient envie de goûter, d'apporter aussi ma petite touche dans ce cadre-là. Et c'est ça qui était chouette, quoi. Donc en fait, tout s'est fait, mine de rien, grâce aux rencontres, en fait. C'est ça, complètement. C'est quelque chose qu'on entend très souvent avec les nombreux pâtissiers avec lesquels on a eu la chance d'échanger. Ouais. Ce mot rencontre, mine de rien, il revient beaucoup. On a l'impression que dans ce métier pâtissier, qui est un métier artisanal, la rencontre et la personne, etc., ça joue beaucoup. Ça joue énormément. C'est un métier où on peut pas être tout seul, en fait. C'est impossible. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment des machines de guerre, comme on dit. Voilà, c'est des gars, tu les mets dans un labo, en une journée, ils te remplissent 15 comas et ils ont... Il y a des mecs comme ça, vraiment, c'est vraiment des machines de guerre. Donc ils peuvent faire plusieurs choses dans la journée en même temps. Mais ils se tuent au boulot, au final. Ils y laissent leur santé. Et vraiment, le milieu, pour moi, de la pâtisserie, ce métier-là, c'est vraiment un métier de personnes, de rencontres, d'équipes, où il faut vraiment plusieurs personnes dans le labo, avec des visions différentes, avec des envies différentes, avec même des origines différentes. Et c'est avec tout ça, en fait, qu'on arrive à faire un brassage, un assortiment de plusieurs choses. On assemble plusieurs couches différentes, comme dans un entremets, au final. C'est exactement ça. Et ça fait super plaisir de t'entendre dire ça, d'autant plus que, tu vois, t'as commencé tout seul. Là, t'es consultant. Donc, mine de rien, on pourrait imaginer que t'es tout seul, là, en train d'imaginer tes trucs. Et en fait, t'as vraiment conscience de ce brassage que le métier nécessite, qui le rend aussi, ça contribue à la créativité. Et c'est la nature de l'ouvrage, quoi. Ouais, complètement. C'est vraiment ça que j'adore, en fait, dans ce métier, qui m'a passionné, de pouvoir travailler en équipe, quoi, avec différentes personnes. Et au final, dans une seule pâtisserie, il y ait le travail et le savoir-faire de plusieurs personnes différentes. C'est pour ça qu'avant, il y avait plusieurs métiers. Il y avait l'entremétier, il y avait le tourrier qui faisait toutes les pâtes, il y a le boulanger. Et au final, je sais pas, tu prends un millefeuille, t'as le tourrier qui a fait la pâte. T'as tous les gars en pâtisserie qui ont fait les crèmes différentes. Donc, dans chaque gâteau, dans chaque pâtisserie, ce que j'adore, c'est qu'il y a plusieurs choses différentes et qui reflètent aussi derrière le travail, le savoir-faire de différents corps de métier. Et c'est vraiment ça qui est beau dans ce métier, je trouve. C'est vrai que ça, c'est un point assez important, c'est qu'on se rend pas compte quand on achète un gâteau, même si c'est un petit gâteau individuel, dans ce même gâteau, il y a le travail de plusieurs personnes. C'est une des choses sur lesquelles on a souvent insisté sur ce podcast, c'est l'aspect production. C'est-à-dire que quand on achète un gâteau, en fait, il fait partie d'une série de peut-être 100 petits entremets, 300 selon l'échelle, mais on parlait pas forcément justement des différentes personnes qui avaient contribué à différentes étapes. Dans les pâtisseries, c'est souvent la même personne qui fait tous les biscuits. C'est ça. L'autre personne qui fera toutes les crèmes. Il y a une seule personne qui fera toutes les finitions, donc le glaçage. Donc en fait, on arrive peut-être à un entremets qui a nécessité l'intervention de 4-5 personnes. C'est ça, exactement. Ça dépend. Et tout à l'heure, quand tu parlais de ce brassage et des différentes personnes, des différentes origines, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont les tiennes, tu arrives à les intégrer dans ta créativité et tes gâteaux? C'est vraiment tous mes souvenirs d'enfance, quoi. Moi, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai grandi aussi au Togo pendant 4 ans avant d'arriver en France, à Lomé. Voilà, moi, je suis très ancré dans cette culture d'Afrique de l'Ouest. J'ai un peu de famille qui vient du Mali, du Sénégal. Donc, c'est des pays que j'ai visités. Le Burkina que j'ai visité aussi. Le Congo, le Ghana, Togo. Voilà, je connais un petit peu cette région-là. Et moi, c'est des goûts qui m'ont marqué parce que j'ai grandi avec ces goûts-là. En fait, c'est les premiers goûts que j'ai apprivoisés quand je suis arrivé au monde. Quoi comme goût, par exemple? La goyave, le corosol. Je sais pas du tout ce que c'est. J'allais dire, on peut peut-être s'arrêter sur le corosol. En fait, le corosol, c'est un espèce de gros fruit qui est vert et tacheté. En fait, qui a une peau assez rugueuse. Vert, tacheté noir. La chair à l'intérieur est très blanche. D'accord. Et en fait, à l'intérieur, t'as une chair qui est cotonneuse. Et c'est un fruit qui est assez imposant, qui est assez massif. La peau est super fine, elle s'enlève assez facilement. Et donc, tu manges à l'intérieur. Les grains qui sont à l'intérieur, ça ressemble un peu comme l'intérieur d'une fève de cacao. Sauf que c'est vachement plus cotonneux, quoi. Donc, c'est vraiment une chair qui fond en bouche. À l'intérieur, t'as un petit grain que tu manges pas. Il n'y a pas que les goûts, il y a les textures aussi. C'est ça, il y a pas mal de textures dans ce truc-là. Moi, j'adore et j'en ai pas mangé depuis je sais pas combien d'années parce qu'on n'en trouve pas ici. Tout, même les oranges, les citrons sont différents de ce qu'on a ici en France. Enfin, moi, chez moi, les oranges sont vertes et jaunes, sont pas oranges. Ah oui, ok.
donc c'est quand je suis arrivé ici que la première fois j'ai vu des oranges qui sont oranges. Ouais. Attends. Est-ce que vous les appelez oranges? Oui. C'est une question que je me posais très récemment. Est-ce que c'est la couleur qui a donné son nom au fruit? Alors là, je pense que... Là, je sais pas du tout. Ouais, je pense qu'il faut remonter un moment. On a un élément de réponse. Ouais, tu vois, elles sont vraiment vertes et jaunes. Voilà, on a des mandarines, qui est une cousine de la clémentine, qui est jaune, avec un peu de vert. Les couleurs sont pas du tout pareilles, quoi. Mais oui, en effet, comme tu le disais, où tu parlais des oranges qui n'avaient pas la même couleur, mais même des fruits qu'on peut retrouver sur nos étals en France métropolitaine, que ce soit les mangues, les ananas, les fruits un peu exotiques, ça n'a pas la même saveur quand même. Non, mais ça forcément, parce que ce sont des fruits avocats. qui sont comme les avocats, comme on disait tout à l'heure. J'ai ce goût d'avocat que j'ai parce qu'en plus, on avait la chance à la maison d'avoir un avocatier dans la maison qui avait, je sais plus, des dizaines d'années. C'était un arbre immense. Je me rappelle avec mon frère et ma sœur, on faisait le tour de l'avocatier comme ça, à vélo, où on jouait à cache-cache autour de... Ah, mais donc il était vraiment grand. Ah non, il était vraiment grand, il y avait un tronc énorme, je sais même plus. Après, quand t'es petit, t'as les yeux aussi. Ouais, c'est clair, Tout te paraît monstrueux, tu vois. Peut-être qu'en vrai, il faisait 1m50, mais... non, mais il était vachement imposant, tu vois, et on avait ça à la maison, et quand c'était la pleine saison, ça a tombé, on remplissait des sacs de jute à en finir. Moi, j'en donnais à l'école à mes potes. Enfin, j'en avais tellement, et moi, j'en bouffais ça au petit-déj, quoi. Au petit-déj, je bouffais comme ça un avocat frais du jardin avec juste oignons, tomates, une petite vinaigrette et basta, quoi. Bam. Et là, t'as un goût qui est ouf. Rien à voir avec tous les avocats que j'ai goûté par la suite. Enfin, nous, les avocats chez nous, ils sont énormes. Hein. C'est c'est pas la même. C'est pas le même. C'est vrai, non. Ça peut atteindre pas loin d'1 kilo des fois. C'est des grosses bêtes. Ouais. Ouais. T'as vraiment des trucs qui ont un goût beurré, un petit peu salé, texture particulière, quoi. Et ça, c'est dingo. Dans les plantations de mon grand-père, on avait forcément des cacaoyers à la Côte d'Ivoire, la terre de cacao. Enfin, moi, petit, à chaque fois qu'on y allait avec mon père, voilà, j'allais choper 2-3 cabosses, les ouvrir et manger des trucs comme ça, et là ça a un goût qui est génial aussi, tu vois, les fruits de la passion, les bananes, nous on a des petites bananes par exemple en Côte d'Ivoire qu'on appelle les bananes poyo, qui sont vraiment minuscules, qui font moins de 10 cm, ils doivent faire peut-être 6-7 cm en longueur. C'est différent de la fraisinette. Je connais pas la fraisinette. Ok, la fraisinette c'est aussi une toute petite banane qui a une saveur un peu différente, mais je sais pas si c'est la même chose. Nous elles sont toutes petites et elles sont larges, elles sont toutes petites et larges, un peu bien dodues, quoi, et naturellement c'est des bananes qui ont un goût citronné, par exemple, tu vois. Donc t'as le goût de banane, et en fait t'as ce goût doux de la banane, et derrière t'as un petit kick d'acidité qui relève le truc, et naturellement en fait elles ont ce goût là. Et moi c'est des trucs que j'adorais, on les achetait par régime, tous ces goûts là que moi j'adore, et j'ai grandi avec ça, c'est des saveurs qui sont restées en moi, et justement je trouve ça intéressant, j'ai utilisé en pâtisserie, quoi. Et je me dis, du coup, puisque tu peux pas retrouver ces ingrédients là en particulier, peut-être que ça te donne des idées d'association, tu vois, du coup banane citron par exemple. Comment tu retranscris ça si c'est pas en ayant justement la matière première? Quand j'ai pas la matière première, effectivement, j'essaie de retranscrire ça en jouant sur les notes de ces différents produits. On a quand même la chance aujourd'hui à Paris de pouvoir importer des fruits qui viennent d'un peu partout. Enfin, après, c'est des fruits qui sont assez fragiles quand même, parce que s'ils sont coupés trop tôt et ils voyagent ensuite par bateau, ça met énormément de temps à venir, et forcément on perd en termes de goût. Les meilleurs généralement arrivent par avion, mais voilà, c'est pas tip top en termes d'empreinte carbone. Donc c'est ça, moi j'en fais pas tout le temps, hein, j'en fais de temps en temps pour faire découvrir en fait le produit, faire découvrir une idée, pour raconter une histoire que j'ai en tête à un moment précis. Et c'est des goûts, par exemple, moi j'ai grandi avec l'hibiscus, le bissap en boisson, moi qui me rappelle vachement le fruit rouge, les fruits des bois, ces arômes un peu boisés, un peu acides, végétal. C'est ça que j'adore aussi les fruits rouges, et j'aime bien l'association fruits rouges et menthe par exemple, qui me rappelle aussi cette association du bissap où on met de l'hibiscus, les feuilles de menthe et du citron pour en faire une boisson. Ça c'est très Donc en fait finalement t'essayes de retranscrire un peu tous ces souvenirs d'enfance, tous ces souvenirs très culturels pour toi dans la pâtisserie que tu proposes, et surtout t'essayes de la faire un peu découvrir. C'est vrai que mine de rien, depuis quelques années, je pense que la mondialisation fait ça, mais on a découvert aussi d'autres pâtisseries, enfin par exemple tout le Japon, etc. À Paris ou en France on retrouve des pâtisseries japonaises, des trucs un peu avec des notes un peu asiatiques. Le yuzu aujourd'hui est utilisé partout. C'est vrai que pour l'Afrique de l'Ouest, enfin l'Afrique en général, même si là il y a
a un peu de l'Afrique du Nord qui se développe un peu avec tout ce qui est maison Aleph, etc. Maison Gazelle. Mais l'Afrique noire, on connaît un peu moins Oui. ses cultures et ses saveurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux essayer de faire découvrir aussi? Oui, complètement. On a toujours, dans la pâtisserie française, utilisé des saveurs d'Afrique en général, ou même d'Asie, en regroupant tout ça sous le terme exotique. Depuis toujours, il y avait un entremets en vitrine d'une pâtisserie française, on l'appelait l'exotique, ou l'entremets exotique, ou l'exo je sais pas quoi, ou le soleil. D'ailleurs, en fait, exotique, ça vient du latin et ça signifie ce qui ne vient pas d'ici. C'est ça. Voilà, donc ce qui a été cultivé ailleurs, mais sauf qu'en fait, c'est grand, l'ailleurs. Oui, exactement, c'est ça. C'est grand et donc si tu veux dans le côté exotique on mélangeait à chaque fois t'avais mangue, passion, noix de coco, kumquat, on mettait un peu tout dedans sans vraiment s'intéresser à chaque produit individuellement et on mettait ça dedans, ça faisait des notes fraîches, acidulées, gourmandes en même temps. Voilà, on mettait ça sous le nom exotique, on faisait un truc exotique et on se souciait pas de vraiment de chaque produit individuellement, de l'histoire de chaque truc. Et puis voilà, c'était basta, c'était comme ça et puis voilà, ça roulait au fur et à mesure des années qui évoluent, des personnes aussi qui rejoignent ce métier, des rencontres aussi forcément de ces personnes, des voyages aussi, des gens de ces professionnels-là qui voyagent dans différents pays. Voilà, il y a eu l'émergence de l'Asie avec tous les agrumes japonais qu'on a connus, avec le litchi qui a été mis aussi devant de la scène via l'Ispahan de Pierre Hermé. On a eu le durian, ce truc qui faisait peur à tout le monde. C'est vrai. Moi ça me fait toujours peur. C'est vrai, en plus j'en ai goûté en Thaïlande. On m'avait dit tranquille, commence par la glace. Après tu pourras aller aux fruits. Pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc on a eu cet énorme boom des produits asiatiques depuis quelques années. Justement, il y a aussi un travail qui est fait sur les produits d'origine qui viennent du continent africain, où finalement on s'aperçoit que le fruit de la passion qui vient d'Afrique et le fruit de la passion qui vient d'Asie sont complètement différents, n'ont pas du tout le même visuellement, sont pas du tout pareils, n'ont pas la même taille. On se rend compte que les mangues, pareil, qui viennent d'Inde ou les mangues qui viennent aussi d'Afrique subsaharienne sont complètement différentes. Tout le monde connaît la quinte qui voyage super bien et qui est charnue et tout ça, mais moi je me rappelle quand j'étais petit, même je suis allé au Sénégal il y a 2 ans et j'en ai retrouvé encore, on a des petites mangues qui ressemblent à des balles de tennis. Elles sont vraiment toutes petites, minuscules. Mais c'est ça, parce qu'en fait il y a le fruit générique et après il y a les variétés. C'est ça, il y a énormément de variétés de mangues. Et donc quand c'est la saison des mangues dans ces pays-là, t'arrives dans les marchés, mais t'as des mangues, tu marches même sur des mangues dans le marché tellement il y en a. Et c'est à profusion. Et là aussi t'as des goûts qui sont complètement différents, t'as des textures qui sont complètement différentes, des mangues qui ont une chair assez fine, assez filandreuse, d'autres qui sont très juicy, des autres qui sont plus fermes, plus acides. T'as plein de trucs différents et je trouve ça intéressant justement aujourd'hui qu'il y ait un focus un peu sur les produits qui viennent du continent africain, qu'on en parle et qu'on puisse les travailler différemment que sous le terme exotique avec tous les autres comme avant. On pourrait faire le comparatif avec ce qu'on connaît nous pour la pomme en fait. Aujourd'hui la pomme, on a des tonnes de variétés presque. On dit tiens je vais m'acheter des Granny Smith etc. On les appelle par leur variété. Mais en fait pour tous les fruits, ça existe toute cette palette de catégories. Et alors qu'en effet quand nous on achète une mangue, on achète une mangue, on a l'impression qu'il y en a une. Alors qu'en fait non. Il y a autant d'espèces comme la pomme et la poire etc. Ouais c'est ça. Il y a partout même les ananas entre le Victoria, l'ananas bouteille, qui est vraiment une forme de bouteille très affinée comme ça, qu'on retrouve dans la région autour du Togo, du Bénin, et qui a une chair qui est blanche, qui est plus acide et moins sucrée que l'ananas Victoria par exemple. Tu vas retrouver aussi l'ananas qui pousse dans la région Ghana, Côte d'Ivoire, qui est petit, tassé, il est très vert, non mûr, et quand il est mûr, il a vraiment cette couleur orange, et c'est un ananas qui est vraiment très sucré, qui a une chair jaune. Donc t'as plein de trucs différents. Moi ça me donne énormément faim de parler de tous ces fruits. C'est incroyable. Moi surtout ça éveille beaucoup ma curiosité. D'ailleurs j'espère que ceux qui nous écoutent se poseront des questions la prochaine fois qu'ils verront un entremets exotique et qu'ils se demanderont quel genre de produit et surtout quel genre de culture. Et moi ce que j'aime quand t'as parlé un petit peu de ton approche de la pâtisserie et même de ton métier de consultant, c'était que tu parlais aussi des choix de tes produits, c'est de l'histoire que tu choisissais de raconter et on sent qu'il y a quand même une petite c'est pas une vocation mais du moins une envie de renouveler ce regard sur la pâtisserie qui provient, ou qui pourrait être inspirée du continent africain. Est-ce que tu as d'autres axes qui te tiennent à cœur ?
Oui, bien sûr. Enfin, déjà en dehors Même du si côté. c'est un sacré boulot, hein, déjà. Ouais, mais c'est aussi vrai que là, déjà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et puis, voilà, enfin, d'autres choses qui me tiennent à cœur, enfin, en dehors en tout cas de l'aspect de la promotion des produits africains. J'ai aussi d'autres valeurs, enfin, même liées à ce métier, même même pas juste au métier de la pâtisserie, sur le respect de travail, le respect de l'uniforme de travail. Peut-être je suis pas objectif, mais en tout cas, moi, j'ai une passion des uniformes. Que ce soit vraiment en pâtisserie, le respect de la veste, pour moi, c'est quelque chose de super important. D'avoir une veste propre, repassée, clean. Pour moi, c'est vachement important. Je suis passionné des uniformes militaires. J'ai énorme chez moi, par exemple, dans ma garde-robe, j'ai plein de vestes militaires de différents commanderies et tout ça, de différentes origines. Enfin, moi, j'adore l'uniforme. Je trouve que c'est un vêtement qui est beau, c'est un vêtement qui reflète une histoire, en fait, un uniforme. C'est pas juste un vêtement qu'on met comme ça en disant, bah, c'est juste pour pas se salir. Non, c'est vraiment quelque chose à respecter. J'accorde vachement d'importance à ça. Le respect des produits, des matières premières, des saisons. Enfin, ça sert à rien de se presser quand on attend le moment où la nature nous dit venez, tout de suite, enfin tout s'enchaîne et le goût est là, tout est là, quoi. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais juste avant sur la veste, de toute façon on sentait bien quand tu parlais de cet esprit d'équipe, presque de brigade, quand tu étais tombé amoureux du métier de pâtissier, t'as épousé le corps de métier. C'est ça, exactement. Avec tout ce que ça implique. Ouais, c'est ça. Et c'est pas vraiment... juste faire des gâteaux. C'est vraiment, c'est vraiment là, t'as vraiment dit le truc, c'est vraiment le corps de métier, quoi. Ce côté équipe, enfin ce côté martial en fait, parce que ça vient de là, hein, ça vient vraiment de l'armée, le fait que on soit tous une équipe, qu'on soit tous pareils, qu'on ait tous les mêmes vêtements, qu'on aille tous dans la même direction et que ça soit le travail de chaque élément qui fasse avancer la grosse machine, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a passionné depuis tout petit. Quand j'étais petit, je voulais être colonel, comme mon oncle. Et je pense que c'est ça que j'ai gardé. Ouais, t'as retrouvé un petit truc. Que j'ai retrouvé un petit peu, bon, la pâtisserie. Sans être non plus le père fouettard dans l'amour. Hein. Faut pas abuser non plus. Voilà, il y a des choses quand même. Il y a des pratiques un peu, voilà, qu'il faut bannir de ce monde-là. Mais voilà, enfin, j'aime bien ce côté carré, sans non plus tomber dans l'excès hiérarchique, quoi. Oui, faire la part des choses. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Il faut aussi évoluer avec son temps, quoi. C'est normal. J'ai l'impression que toi, tu vois ça vraiment de manière opérationnelle. Pour que justement tous ces corps de métier et tous ces savoir-faire s'imbriquent correctement, on les organise, on les hiérarchise et ça donne cette production où il y a 4 personnes qui ont participé de manière harmonieuse. C'est ça, exactement, complètement, c'est ça. Ouais. Bah, là, ce que tu viens de dire, ça peut être déjà un petit élément de réponse pour la question que j'avais en tête et que je vais te poser pour terminer, parce que je pense qu'on s'approche de la fin. Sans vouloir, alors attention, je veux pas rabaisser un peu le CAP sur ma question. Attention, moi j'ai une grosse estime pour le CAP, je pense que c'est quelque chose de très important de le passer, mais tu faisais du consulting déjà avant, t'en fais encore aujourd'hui. Pourquoi avoir passé le CAP ? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi aujourd'hui ? Oui, ça a changé énormément pour moi parce que avant de passer le CAP, j'étais un pâtissier amateur. Aujourd'hui, je suis un pâtissier professionnel. Ce qui est super important justement dans cette formation et dans l'obtention d'un diplôme et dans l'apprentissage professionnel de ce métier, c'est une chose importante. Pour moi, c'est la régularité. C'est vraiment ça en fait qui pour moi différencie un amateur d'un professionnel. C'est vraiment la régularité de ce qu'il fait. Quelqu'un qui est professionnel et qui a toutes les notions macroscopiques des éléments qu'il manipule arrivera à te faire le même gâteau avec le même goût du 1er janvier au 1er janvier. Un amateur, un jour, il fera ça et un jour, 2 semaines plus tard, il va le refaire. Ça sera pas exactement pareil et ça, on peut pas se permettre dans un monde professionnel de vendre à des clients un jour un gâteau qui a ce goût-là et qui reviennent une semaine après l'acheter et au final, par exemple, dans son éclair au chocolat, une semaine après, en fait, l'éclair, il est plus petit. Il a moins de chocolat dedans ou la pâte à choux est plus petite. Non. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai adoré dans l'apprentissage du CAP, c'est avoir en fait toutes les notions pour être régulier dans mon travail et toute l'approche aussi de la technologie alimentaire. Ah ouais. Enfin, moi c'est surtout ça que j'ai adoré dans ma formation du CAP, quoi, c'est la techno. Tu c'est que ça fait peur à tout le monde, la techno. Mais... à ton amour de la science. Voilà, c'est ça en fait. C'est vrai. C'est exactement. Oui. Ouais. Je me suis inscrit au CAP, à la formation de CAP, et pour moi, dans ma tête, c'était en labo apprendre à faire une crème pâtissière, des pâtes, à cuire des biscuits, faire des
montage et tout ça. Et moi, je savais pas du tout qu'il y avait des cours de techno. J'étais loin d'imaginer de ça. Et d'hygiène et de gestion. Ouais. Il y a tout, C'est ouais. vrai. Il y a tout, ouais. C'est vraiment complet. Enfin, moi, j'étais passionné par la techno, quoi. Quand on faisait 2 heures de cours sur juste la farine ou sur le sel. Et là, tu comprends pourquoi on te dit non, mais faut pas mettre la levure avec le sel et le sucre. Tu comprends tout de suite pourquoi, quand tu oublies le sucre dans une préparation, forcément, quand tu la ressors du four, elle est pas caramélisée, elle est toute blanche, elle va sécher plus vite. Et une fois que tu as tous ces éléments-là, en fait, tu peux t'adapter à tout. Et même si on t'apporte une nouvelle recette que tu ne connais pas, en la lisant simplement, tu peux déjà savoir quelle sorte de texture tu auras à la fin. Tu peux déjà, en fait, appréhender la recette. Et ça, c'est vachement important. Bon. Alors, les enfants en CAP pâtisserie, on va arrêter de dormir en cours de techno. Comme Vincent. Voilà, j'étais pas un bon exemple. Non mais franchement, je trouve très bonne réponse. Non, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais j'aime beaucoup tout ce que tu as pu dire sur le CAP et je pense qu'en effet c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, que ça reste quelque chose de très formateur pour tout un tas de points et tu les as très très bien dit. Non, c'est super important et puis en fait tout le monde voit le CAP en se disant en gros c'est le diplôme de base et il n'a pas une super réputation où on se dit bon le mec qui a un CAP il a juste un CAP quoi. C'est souvent un peu je dirais pas péjoratif mais c'est pas super valorisé. C'est ça. Tous les grands pâtissiers et les grands cuisiniers de ce monde vous diront que pour arriver à exceller, faut maîtriser les bases. Si on ne maîtrise pas les bases, on peut rien construire au-dessus. Ou alors on peut construire quelque chose au-dessus, mais au moins le coup de vent, tout s'écroule du jour au lendemain. Si on maîtrise pas les bases, les distinctions entre un biscuit de Savoie, un pain de Gênes, un biscuit cuillère. C'est vraiment en appréciant un biscuit pour l'opéra, en appréciant et en connaissant les différences fondamentales entre différents appareils, entre leur utilité, leur composition, leur cuisson, les différents types de crèmes. C'est vraiment en maîtrisant toutes ces bases-là que demain, on arrive à exprimer une certaine créativité derrière et à aller vraiment loin dans ce métier, en fait. Quand on regarde, moi, personnellement, j'ai toujours vu la pâtisserie et une pâtisserie finie du côté d'éléments simples plutôt que du côté du produit fini. Parce que tout de suite, quand on voit un entremets qui est là et posé la table et les gens se disent « Waouh, c'est magnifique, c'est super beau, ça a l'air super compliqué. Jamais de la vie, j'arriverai à ça, je vais même pas me lancer là-dedans. » Si tu prends le problème à l'envers et tu te dis « Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» C'est un biscuit financier, c'est une mousse au chocolat, c'est une crème anglaise avec du chocolat, c'est un glaçage. Basta. Et moi, c'est tout. Moi, j'ai toujours en fait décortiqué les informations dans ce sens-là. Une approche méthodique. Une approche méthodique. Et encore une fois, c'est un peu ma façon de travailler, même quand j'étais ingénieur, quoi. Quand je bossais à la fois dans l'aéronautique et dans le ferroviaire, si je pars tout de suite en me disant, dans X années, il faut qu'on puisse lancer un train qui fait 2 km 400 à 160 km/h sur une voie ferrée, tu pars en courant. Hein. Tu dis, tu pars en courant, tu dis, mais, jamais de la vie, comment c'est possible, j'arrive. Non. Mais si tu prends le problème à l'envers et que tu repars au niveau basique informatique où tu fais vraiment des petites fonctions de calcul, des machins, à la base informatique c'est des 0 et des 1 et après avec ça on fait des satellites, des gros trucs. Moi dans ma façon de travailler j'ai toujours fonctionné comme ça et moi j'adore travailler justement les éléments de base. Ce qui me plaît le plus c'est vraiment de faire différents biscuits différents, de faire différentes crèmes différentes avec qui n'ont pas la même texture, qui n'ont pas le même taux de de jaune, de matière grasse, de trucs. Moi c'est vraiment ça qui m'éclate, tu vois. Mais en fait en plus on t'a donné avec la technologie, on t'a donné les règles du jeu. On t'a donné la palette, tiens vas-y, c'est ça. Tes couleurs. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça, quoi. C'est vraiment, on te donne plein de couleurs primaires et c'est à toi de faire ta propre toile et. Vas-y, fais tes nuances. Voilà, fais tes nuances de couleurs et puis bingo, quoi. Il y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Comme ça. Franchement, j'aime beaucoup déjà ce résumé que tu peux faire un peu de la pâtisserie et que la créativité c'est sur des bonnes bases et puis surtout là vu comment t'en parles t'as l'air vraiment de t'éclater et c'est quand même le but principal donc franchement c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci à vous. On a fait un joli petit tour très très sympathique, on espère que vous avez passé un super moment mais restez avec nous, c'est pas fini, place aux questions rituelles. Je vais faire la première, je vais te poser la première. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir sucré? Mon premier souvenir sucré est celui qui restera à jamais de ma vie parce que pour moi c'est vraiment ma Madeleine de Proust, comme on dit. C'est un dessert ivoirien qu'on appelle le dégué. En fait c'est un mélange de yaourt, sucre et un couscous de mil. Donc le mil est une céréale.
qui pousse en Afrique de l'Ouest, principalement, il me semble. Et je crois aussi dans la région autour de l'Égypte, si je ne me trompe pas. Ok. Et en fait, c'est une céréale qui a une couleur grise, en fait. Et avec ça, on en fait un... Donc, on le réduit en poudre, comme on passe à la machine. Mm-hmm. Donc, ça fait une poudre qui est grise. Et avec ça, mélangé justement juste avec de l'eau, on arrive à faire en fait une semoule assez fine, comme ça, de petits grains de mil, qui est consommé dans toute cette région d'Afrique de l'Ouest. On le consomme justement là en déguet où on fait cuire en fait les petites boules de mil à la vapeur. Et ensuite, on les intègre dans un yaourt et du sucre. Et ça, c'est vraiment moi mon dessert d'enfance. Et si je devais garder un truc sucré à manger à vie, ça serait ça, tu vois. Très bien. Et c'est celui de ma tante en plus qui le fait, qui est la meilleure chef du monde. Donc voilà. Bon. Spécial dédicace. Peut-être qu'on en saura un petit peu plus sur ce dessert lorsqu'on fera un épisode de EDD Découvre le Monde sur Côte d'Ivoire, mais on verra ça plus tard. C'est ça. Teasing. On va passer à la suite avec la petite question pour en savoir plus sur toi. Vas-y Clémence. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre entre 1 et 22 ? Entre 1 et 22, 7. 7 ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur toi ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur moi ? Moi, je vais pas dire non plus tous les on voit trucs que dossiers. ça mouline. Comment je me sors de cette question ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur moi ? C'est que je suis un gros dormeur, pardon. Je peux m'endormir partout, à tout moment. Voilà. C'est trop pratique. Voilà, il y a que mes potes qui savent ça et il y a énormément de photos de moi en cours en train de dormir depuis tout petit. Donc on ne publiera pas les photos, vous avez juste l'info que Moulay est un gros dormeur. Ah ouais, ça c'est terrible. Ouais, trop bien. Ouais. Et ben pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que ça continue comme ça se passe en ce moment, que de nouveaux projets se concrétisent. Enfin, que du bonheur, quoi, simplement. De continuer à s'éclater, à découvrir de nouveaux produits, à faire encore plus de pâtisserie, encore mieux, à apprendre encore de nouvelles choses. Pareil, en mieux. Voilà, c'est ça. Pareil, en mieux, continuer de se cultiver, de grandir, de partager. Tout simplement, en fait. Dans la simplicité, la bonne humeur et voilà. Pour moi, c'est ça c'est ça la vie, quoi. Eh ben, écoute, la simplicité, la bonne humeur, en tout cas, c'était très présent durant cet échange. Merci beaucoup pour ta bonne humeur. Merci à vous. Et puis à très bientôt, on l'espère. Ça marche, avec plaisir. Salut. À bientôt. Ciao. Alors vous avez kiffé, nous aussi, franchement on va pas vous mentir. D'ailleurs Moulay parle beaucoup de rencontres et c'est aussi pour ça que nous on donne le micro aux gens et qu'on veut que vous les rencontriez pour de vrai. Si vous aimez notre podcast et notre manière de procéder, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant par exemple, 5 étoiles sur Apple Podcast, ouais ça peut être pas mal, et même un petit commentaire. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet l'enversdudessert.com et on relance la newsletter. Donc vous pouvez vous y inscrire par exemple. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur YouTube, parce que certes, pour l'instant, on ne fait que reposter les podcasts, mais très bientôt, il y aura du contenu de malade. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et sinon, nous, on remercie grandement 12 qui nous fait le mixage et les musiques de tous nos épisodes. Et on vous dit à la semaine pro. Soyez sages, mais pas trop.